early in the morning. A long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up. Get better warning, which makes me know where we the line was left. Il est 6h30 sur le réseau synchronisé de la RTS. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur la première des matinales du Sénégal. Kenkeliba, j'aime si bien le dire, un parfait cocktail de bonne humeur et d'information. Comme tous les jeudis, vous retrouverez en plateau le coach Tandara pour la capsule gym. Il sera accompagné de Alioune Badara Kane pour la rubrique invité, sans oublier Alioune Diop, archives et high-tech avec Mamadou Diagne. Kenkeliba, c'est également les capsules quotidiennes, le bulletin d'information, le bulletin météo et la revue des titres que je me ferai un plaisir de vous présenter. J'y arrive. Alors, n'oubliez surtout pas que nous sommes en direct sur la Une, mais également sur les différentes plateformes digitales. La page Facebook Kenkeliba, la page Facebook RTS 1 Sénégal. Retrouvez également le direct sur l'application RTS, l'officiel. Tout de suite, je vous propose de suivre la météo. Quel temps fait-il à Dakar et dans les régions du Sénégal? C'est l'heure de la météo. Chers téléspectateurs de Kenkeliba, bonjour. L'actualité météorologique de ce jour reste marquée par donc des orages et pluies qui sont attendus sur une bonne partie du pays, ce qui occasionnera une légère baisse des températures journalières. L'animation satellitale nous montre donc des cellules pluviogènes qui intéressent le pays et qui vont progresser pour intéresser actuellement le centre, le sud et la partie ouest du pays. Donc, ce qui se traduit en prévision, comme vous pouvez le voir, par des activités pluvio-orageuses donc qui vont intéresser une bonne partie du pays, l'est, le sud, le centre et même l'ouest du pays. Donc, côté sensation, ces activités pluvio-orageuses donc vont occasionner une légère baisse des températures journalières avec des valeurs de 35 à 39 degrés attendues au centre du pays et vers la partie sud du pays. Compte tenu donc de ces activités pluvio-orageuses, les températures accuseront d'une légère baisse avec des valeurs qui tourneront entre 35 à Ziguinchor jusqu'à 34 degrés à Kédougou, 32 attendus à Saint-Louis, 31 à Dakar, un pic de donc 41 sera attendu à Podor, 40 aussi attendu à Bakel. Donc globalement, chers téléspectateurs, c'est des activités pluvio-orageuses qui vont intéresser les pays. Ces orages et pluies sont attendus au sud-est, au sud, au centre et vers la partie ouest du pays. Vous pouvez toujours suivre l'évolution de ces activités pluvio-orageuses via les plateformes digitales de l'ANACIM, ANACIM Facebook, ANACIM Instagram, ANACIM YouTube pour donc suivre l'évolution de ces phénomènes. Voilà qui met fin à ce bulletin météorologique. Excellente journée à vous. Le bulletin météo proposé par nos partenaires de la ZANACIM. Je vous le disais en sommaire, vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes digitales. Pourquoi pas commenter les différentes chroniques qui nous accompagnent ce matin, archives, high-tech ou encore gymnastique. Je vais inviter à présent l'équipe à venir me rejoindre. Alioune Badara Kane, il sera accompagné de nos deux invités de ce matin, ainsi que le coach Tandara pour la rubrique gym de ce matin. Bonjour à tous. Alioune, bonjour. Je te laisse installer nos différents invités du jour. Comment vas-tu? Bien réveillé ce matin? Ça va, cool. Tu m'as l'air un peu... Bon, ça va? Ça va, je vous en prie. Le Comment Kenkeliba s'est est déjà passée ta servi. mission à Saint-Louis? Ça s'est bien passé, coach? Oui, ça c'est excellemment bien passé, comme on dit. Saint-Louis, c'est J'ai toujours... beaucoup pensé à toi. C'est toujours une ville captivante. Hein? Quel que soit votre état de fatigue, en fait, vous serez en excellente forme pour faire le travail. Parce que Saint-Louis, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il s'agit, qu'on peut la comparer à un musée à ciel ouvert. Effectivement. Donc, c'est un peu comme la Médina d'ailleurs. Génial, magnifique. Mais mieux d'ailleurs. Bonjour, coach. Bien réveillé ce matin? Vous m'avez pas l'air en forme ce matin. Oui, ça va. Aujourd'hui, ça va très bien. Vous avez fait votre sport? Oui, j'en ai fait, mais un tout petit peu, hein, parce qu'il y a la réserve
pour cet après-midi. Hein. Très bien. Alors, Alioune Badara Kane, Oui. qui sont nos invités de ce matin? Alors, nous avons le plaisir d'avoir des invités, la parité respectée, un monsieur et une grande dame. Alors, on va commencer par le monsieur Fawzou Dem, qui est membre du comité éthique de Miss Sénégal. Hein. Il s'agira vraiment de revenir un peu sur la pertinence, l'importance de ce comité éthique, dont l'objectif, je crois bien, premier est de revaloriser davantage donc ce concours Miss Sénégal, parce que la Miss Sénégal est censée être la représentante de notre pays sur les grands podiums du monde. Elle est en quelque sorte une ambassadrice du Sénégal et elle se doit d'avoir virtuellement des valeurs hautement morales. Et donc on reviendra sur cela, la composition de ce comité, mais également parler des perspectives qui s'offrent à Miss Sénégal. Pourquoi pas un jour voir peut-être Miss Sénégal devenir Miss Univers, hein, parce que effectivement, pourquoi pas. nos dames sont très élégantes. La beauté sénégalaise, elle est légendaire sur tout le continent. Et puis aussi parler des critères qui ont été mis en avant pour que les filles qui ont voulu peut-être concourir puissent participer. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec notre invité, M. Fawzou Dem, et si le temps nous le permettra. J'aimerais bien profiter de son expertise dans le domaine du tourisme, parce qu'il est l'une des personnalités sénégalaises les plus célébrées à l'international par les professionnels du tourisme. Revenir un peu sur l'impact de Miss Sénégal sur le secteur touristique, mais également sur la relance d'une manière générale donc, du secteur touristique, qui est l'une des mamelles de notre économie. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec M. Dem Fawzou. Et à sa suite, une jeune dame, Ndaïmane Diouf, donc on va dire Ndaïmane Diouf, qui est la vice-présidente donc du MONASOP. Le MONASOP, c'est le Mouvement national de solidarité patriotique. Je pense que ça veut tout dire, hein, le patriotisme. Il en faut pour développer un pays. Et ces jeunes Sénégalais, en tout cas, s'engagent pleinement pour la réussite de la présente campagne agricole. Mais au-delà, on parlera aussi de vos autres activités, toujours dans le cadre du développement. Donc l'engagement citoyen, c'est ce que vous théorisez, c'est ce que vous faites, en tout cas, tous les jours que Dieu fait. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons également avec notre deuxième invité, Ndaïmane Diouf. Et d'ailleurs, je vais commencer par la dame de ce plateau. Ndaïmane Diouf, comment allez-vous? Bien réveillée ce matin? Oui, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un honneur d'être avec vous. Alors, on parle d'autosuffisance, c'est finalement possible avec les jeunes qui s'engagent autour. Effectivement, parce que, vous savez, aujourd'hui, les jeunes ont besoin de coups de pouce pour pouvoir, c'est-à-dire s'intégrer et favoriser le développement du pays. Donc, nous sommes là à les accompagner, à les aider à s'insérer dans le milieu du travail. C'est ça, en fait. Très bien, on en parlera dans la première ou dans la seconde partielle? Tout dépendra de votre arbitrage, hein, mais vous savez, nous sommes des gentlemen sur ce plateau, et avec peut-être l'accord de M. Dem, bon, qui sait. Très bien, M. Dem. Fawzou, comment allez-vous? Bien réveillé? Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce matin. Oui, merci, c'est un plaisir d'être là. Comment se portent nos Miss? Ouais. Comment se portent nos Miss? Bon, à merveille, ouais, je pense que elles sont conscientes du rôle qu'elles doivent jouer, mais également de l'importance des qualités morales, éthiques qui fondent une société. Effectivement, et on en parlera tout à l'heure. Alors, Alioune Badara Kane, avant de passer à la revue des titres, peut-être un mot sur la finale qui se déroulera samedi prochain, le 13 juillet. La finale du Sénégal qui opposera Ferry de foot, la Coupe du Sénégal Ferry de foot, qui opposera Ferry de foot à AS Mbour-Petite-Côte. Voilà. Et c'est ça, ce samedi, ce sera sur les antennes. Coach, vous voulez dire un mot par rapport à cela? Bon, c'est une finale inédite, hein, même si peut-être cette année, ce sont des équipes peut-être de seconde zone qui ne jouent pas la Ligue professionnelle, la Ligue 1, mais tout de même, ce sont des équipes qui ont montré vraiment leur savoir-faire, puisque là, vraiment, il y a du professionnalisme quand on connaît Mbaye Diouf Dia, du côté de la Petite Côte, mais aussi les responsables de cette équipe de Ferry de foot. Alors, les gens ont vraiment hâte de découvrir, en tout cas, cette équipe de Louga, une équipe dont on dit beaucoup de bien. De toutes les façons, on en a eu quelques esquisses pour cette équipe de Louga. Mais attendons de voir d'ici samedi, qu'est-ce que cette équipe va nous apporter. Hein. C'est vraiment une touche particulière. Hein.
D'ailleurs, je pense que l'équipe, c'est-à-dire en football local, c'est la Coupe du Sénégal, les cadets ont été remportés, la Coupe du Sénégal a été remportée par Génération Foot et les juniors par Diaraf. Et j'ai pensé à toi, je ne sais pas pourquoi. Toi, c'est la Linguère, non? Non, moi, Toi, pourquoi c'est la moi? Linguère. Moi, je suis un grand supporter de la Ligue de Saint-Louis. Le Diaraf, donc, est censé être mon rival. C'est vrai. Mais je pense que c'est une belle affiche qui promeut le football amateur, parce que c'est deux équipes amateurs qui se donnent rendez-vous pour cette finale, surtout Féru de foot qui évolue en division régionale. C'est vrai. Mbour Petite Côte, au moins, a eu à évoluer en Ligue 1, Ligue 2 avant de descendre. Mais quand même, tout de même, elle reste une équipe qui a un palmarès, disons, voilà, fort respectable. Parce qu'au regard de sa présence récente dans le du football sénégalais, quand même, Mbour Petite Côte a eu au moins 2 à 3 titres majeurs, surtout en coupe. C'est une équipe de coupe, Mbour Petite Côte, qui est ici aussi, il faut le dire, du mouvement Navetan, le National Pop à l'époque à Mbour. Pour ceux qui connaissent bien Mbour, c'est l'ASC TK Touré Kounda de Mbour, qui a émergé et puis qui a finalement fini par donc rejoindre l'élite du football sénégalais. Donc c'est une belle finale en perspective, d'autant plus que c'est deux équipes, disons deux villes de l'intérieur qui vont s'affronter d'une certaine façon, Louga et Mbour. On sait que c'est des villes de passionnés, donc je crois qu'il y aura vraiment du spectacle, il y aura voilà, beaucoup d'adrénaline sur les gradins, même si je trouve quand même que le stade Maître Abdoulaye Wade est trop grand pour une telle affiche, parce que quand même il sera difficile quand même à remplir. Malheureusement, il n'y a que cet écrin-là. Pourquoi ne pas le délocaliser à Thiès? Moi, j'aurais été pour qu'on délocalise ce match-là à Thiès, mais je pense que bon, le BISAP a déjà été tiré, donc il faudrait s'y faire. Mais bon, misons sur la capacité de mobilisation, surtout des Lougatois, des Ndiambour, qui sauront galvaniser leurs troupes pour que cette finale-là soit véritablement une finale d'anthologie. Mais moi, je n'ai pas de préférence. Mbour a été pratiquement ma ville d'adoption parce que mon père y a séjourné pendant 8 ans dans le cadre de un enfant du Sénégal au final. Je suis un enfant du Sénégal. Louga, c'est un peu le nord du pays, donc la ville voisine de Saint-Louis. Donc je suis neutre. Tu restes neutre. Alors vous suivez un peu le foot local, amateur, monsieur Demnan? Bon, malheureusement... Votre agenda, vous ne permet pas. Quand j'étais jeune, je n'ai jamais joué au football. D'accord. D'accord. Comme beaucoup d'entre... Comme quoi, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Alors vous suivez... Non, pas trop le football. Non, c'est pas grave. Vous un peu comme moi, mais bon, ces temps-ci, je fais des efforts. J'essaie de me réinventer à travers Votre ville a eu à faire le championnat... Humboldt, voilà, oui, c'est vrai. De D1, là, c'est Humboldt. Mais ça a été un passage éphémère. En tout cas, je pense que le club de Louga, Féru de foot, est un bel exemple. Donc, il faut faire attention à l'ASC Humboldt. On peut revenir en flèche. Alors, on va continuer avec la revue des titres. On commence par le quotidien de service public Le Soleil, qui titre à sa une en perspective de la renégociation des contrats, un comité d'examen mis en place par l'État du Sénégal. Hier, en Conseil des ministres, le Premier ministre a annoncé la création par arrêté depuis le 3 juillet de ce cadre qui aura pour mission principale d'analyser dans les contrats survisés la présence centrale de l'intérêt national ainsi que ses mécanismes de sauvegarde en vue d'assurer le cas échéant les objectifs d'équilibre requis. On continue avec le quotidien LAS qui titre à sa une le retard des chantiers d'assainissement, suspicion autour des contrats conclus dans les secteurs stratégiques, Sonko et Diomaye en mode vérificateur. Autre titre à retrouver à la une de LAS, les ambulants galvanisés par le Premier ministre déroulent les agents municipaux. On passe à présent à Yor quotidien avec justement la photo du Premier ministre du Sénégal ainsi que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, le 2 avril 10 juillet 2024, 10 jours de gouvernance, l'amorce d'un nouveau virage. L'info maintenant, déclaration de patrimoine dans les délais, examen des gros contrats, le Djibouti en marche. Busby qui le jour qui titre à sa une la pression sur le gouvernement. Sonko sans gants, le PM demande à tous les ministres le bilan des 100 jours. Un haut fonctionnaire, il veut s'assurer que les ministres bougent. Retard des nominations, audit, budget, nouvelle création. On ralentit le rythme. Coalition Diomaye président au front pour défendre les 100 jours. Sud Quotidien à présent, emploi des jeunes, casse-tête des régimes.
successifs. Alors, peut-être vous faire intervenir Madame Mané Diouf. Alors aujourd'hui, en parlant d'employabilité des jeunes, on sait que le taux de chômage est vraiment, on va dire, élevé. Quelles seraient éventuellement les solutions, les pistes de solutions pour remédier à ce fléau? Je pense déjà, comme le président de la République l'a dit, vous savez, actuellement, l'agriculture, l'élevage est le lendemain du développement. Donc, on voit qu'actuellement, beaucoup de jeunes ne font plus l'agriculture ni l'élevage. Voilà. Donc, sur ça, nous, on est là à les inciter, à leur ouvrir des portes pour pouvoir s'intégrer sur ces zones-là. Déjà, on a déjà obtenu des terres qu'on nous a déjà données. Et on est en collaboration aussi avec un autre monsieur. C'est un partenaire actuellement qui nous a offert un champ de 9 hectares pour pouvoir aussi inciter des jeunes à venir. Et ce marché-là, ce ne sera pas juste le fait de faire de l'agriculture, mais ce sera du business en même temps. C'est-à-dire depuis l'agriculteur et aussi le propriétaire du champ. Tout le monde sera gagnant-gagnant. C'est-à-dire c'est pour inciter les jeunes à pouvoir venir et s'intégrer sur ce secteur-là, voilà, l'agriculture. C'est oui, très important. Hormis l'agriculture aussi, chacun a déjà son secteur d'activité. C'est pour aussi aider ces jeunes-là à pouvoir s'insérer dans le monde du travail, en fait. Parce qu'on voit actuellement beaucoup de jeunes qui font des formations, mais après, ils n'ont pas l'opportunité de pouvoir travailler. Effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de jeunes à l'Union Badara Khan qui créent, on va dire, de nouvelles applications, les nouvelles technologies autour justement de l'agriculture pour inciter ces jeunes à aller cultiver ces terres sénégalaises. Mais je pense qu'il y a de la place pour occuper tous ces jeunes-là pour qu'ils puissent gagner dignement donc leur pain quotidien, mais tout dépendra un peu des structures qui seront mises en place, de l'environnement également pour les inciter à retourner au travail de la terre, hein, parce que je pense que dans les grandes économies, souvent ceux qui sont les plus nantis, vous ne les retrouverez pas dans les bureaux. En fait, ce qui est paradoxal en Afrique, particulièrement dans notre pays, ne l'est pas dans les vous allez pays en France, dans ces grands pays-là, ceux qui ont vraiment les moyens sont les agriculteurs. Parce qu'à la base, c'est un métier extrêmement noble et puis les États ont mis sur pied quand même assez de possibilités de financement, par exemple, pour les jeunes. Un jeune Sénégalais pourrait, pourquoi pas, entreprendre dans l'agriculture, mais à condition au moins qu'il puisse disposer du minimum. Mais déjà, il y a des gages qui ont été donnés par le nouveau pouvoir. Par exemple, la distribution des intrants, au moins on saura que cette année-ci, on sait déjà que cette année-ci, au moins les intrants ont été distribués à qui de droit, aux véritables ayants droit. Ça, c'est important. Déjà, au moins, ça permet de clarifier les choses et d'extirper donc du monde agricole les agriculteurs du dimanche. Et donc, cela, vitalement, pour moi, c'est un signe encourageant. Mais il y a également d'autres possibilités, comme des financements auprès de l'ADER et tout cela. Mais on ne peut pas demander autant de résultats en 3 mois. Je pense qu'il faut quand même donner du temps à ce nouveau régime-là. Mais je pense que, vu le cap qu'ils ont en tout cas fini d'imprimer à notre secteur agricole avec le ministre de l'Agriculture, j'espère qu'il prend de temps en temps du Kel et du Bissap. Hein, il est tout le temps sur le terrain. C'est vrai. Voilà, le ministre, on sent que brutalement c'est disons une priorité absolue pour le nouveau régime, parce qu'on ne peut prétendre à l'émergence, au développement, on ne peut résorber la question du chômage si l'agriculture n'est pas résiliente, si l'agriculture n'est pas développée. Effectivement, et justement, 300 000 jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année et de la prolifération des agences par WAD au Yonuyo-Koti de Maki, Diomaye lance le système de suivi des politiques de promotion de l'emploi et de l'insertion professionnelle rapide. Les chiffres de l'ANSD qui font froid au dos. À retrouver dans les colonnes de Sud Quotidien. On continue avec Critique Quotidien qui titre à sa une Fast Track de la gestion des affaires de l'État, le gouvernement sous forte pression, à retrouver justement dans les colonnes de Critique Quotidien. Dakar Times à présent qui titre à sa une partenariat Russie-Afrique-Eurasie. La Chambre de commerce ouvre ses portes à Dakar. Et on finit avec le quotidien
spécialisé en sport, stade quotidien. Yamal, le demi-dieu du foot, a également autre titre à retrouver. Et il s'agit de Messi pour le doublé. Est-ce que vous avez suivi hier le match de l'Angleterre face aux Pays-Bas? L'Allemagne face aux Pays-Bas? Non, c'est Angleterre-Pays-Bas. Je pense que les deux outsiders qui sont retrouvés en demi-finale, parce qu'au regard du jeu qu'ils ont produit quand même, je pense que par rapport, comparé à l'Espagne, voilà, l'équipe finaliste en tout cas issue de cette demi-finale, qui est l'Angleterre, sera en position d'outsider, parce que l'Espagne a un football beaucoup plus flamboyant. Et moi, je n'aurais pas aimé être à la place des Anglais, parce que plus on se rapproche de la finale, plus la déception sera grande. Je pense que voilà, l'Espagne est partie pour valider donc son 4e trophée européen. Mais bon, c'est le football qui nous réserve souvent pas mal de surprises. Ce n'est pas une science moi, je miserais quand même. C'est pas une science exacte, mais généralement, voilà, les favoris quand même confirment, généralement, surtout au regard quand même du jeu produit. Parce que quand vous finissez de battre le pays organisateur, l'Allemagne, hein, la grande Allemagne, vous éliminez la Croatie, bon, vous infligez une telle raclée à la Croatie, je crois que cette Espagne-là est taillée pour prendre son 4e trophée. Après, la France était partie favori au match, je pense, face à l'Espagne, c'est ça? Non, la France n'était pas la grande favorite hein, face à l'Espagne quand même. Par rapport au jeu produit jusque-là, parce que tout dépend du jeu que les équipes produisent une fois la compétition lancée. Je pense que tous les puristes quand même voyaient l'Espagne aller au bout et ils ne se sont pas trompés. L'Espagne est en finale avec cette génération dorée portée par un Catalan, hein, il faut le souligner aussi, Lamine Yamal. Donc je pense que voilà, cette année-ci sera encore la bonne hein, pour l'Espagne. Alors coach, l'affiche est connue, Angleterre-Espagne, la finale de l'Euro. Ah oui, finale de l'Euro, c'est vrai que des équipes peut-être, disons, inattendues pour l'Angleterre. C'est vrai que même si l'Angleterre faisait partie des grandes équipes favorites, mais c'est une équipe d'Angleterre qui n'a pas montré en tout cas le visage que nous la connaissions et surtout à travers ces compétitions. C'est vrai qu'elle a atteint la dernière finale qu'elle a organisée là-bas chez elle à Wembley, perdue malheureusement devant l'Italie. Alors aujourd'hui, ce sera une autre paire de manches puisque on a vu une équipe de l'Espagne complètement métamorphosée avec cette pépite dont Alune faisait tout à l'heure allusion, puisque celui-là vraiment c'est vraiment du joyau hein, pour le football planétaire. En tout cas, on parlera encore de lui. Hein. Voilà. Très bien, et justement, ce sera en direct sur les antennes de la RTS ce dimanche, la finale de l'Euro qui opposera l'Angleterre face à l'Espagne. Coach, on reste avec vous pour la chronique gymnastique, juste après le jingle. Alors, coach, de quoi allons-nous parler ce matin? Alors, on va parler de la musculation pour perdre de la masse musculaire. Alors, pour perdre de la masse musculaire. Masse musculaire. T'as entendu Alioune Badara Kane, t'as pas besoin de cet exercice. Non, moi je suis un bon Sahélien. Il m'en faut d'ailleurs du muscle. Hein. Donc de là à en perdre, ce serait pas une bonne décision. Je pense pas, non. Alors peut-on parler de perte de masse musculaire finalement? Parce que quand on fait de la musculation, c'est pour gagner du muscle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre justement de la masse? C'est justement le paradoxe, puisque quand on fait la musculation, c'est pour gagner des muscles. Alors ici, c'est autre chose. Donc là, il faut que les coachs, en tout cas, soient beaucoup plus explicites par rapport à cela, qui évolue avec eux, puisque perdre la masse musculaire, perdre du volume, perdre son embonpoint, tout ça, c'est des choses différentes. Et donc, les coachs doivent être vraiment très explicites. Alors, on perd la masse musculaire puisque simplement, on veut peut-être réaliser une performance optimale ou maximale, ça dépend. Hein, puisque les bodybuilders, par exemple, à un moment donné, ils sont gênés par cette musculature un peu superflue. Vous avez aussi les athlètes de très haut niveau. Par exemple, si je prends l'exemple d'un judoka qui, est, en tout cas, a pris beaucoup de muscles et à un moment donné, qui veut passer, en tout cas, à peut-être un niveau inférieur, par exemple, pour perdre du poids. Alors là, c'est vraiment ces muscles qu'il faudrait... Mais ça demande un travail assez spécifique. De toute façon, on va poser la question au coach Bou qui revient justement sur ce travail de perte de masse musculaire. Regardons.
Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin pour vous présenter notre capsule du jour. Alors, avant de commencer, on va faire un petit coucou à coach Sandra qui est sur le plateau et à toute l'équipe Kenkiliba. Alun Badara, ces exercices te sont dédiés, donc il faut te mettre à la pratique, ok? Alors, pour aujourd'hui, on va vous présenter la musculation en perte de masse. Comment faire pour perdre la masse avec la musculation? Alors, vous allez voir qu'on va vous proposer des séries d'exercices un peu complexes, des exercices qui sont dits polyarticulaires, qui vont solliciter plusieurs groupes musculaires en même temps afin d'augmenter le plus possible notre métabolisme de base. Alors, quand on augmente notre métabolisme de base, autant pour moi, vous allez constater que la quantité de calories que notre organisme a besoin pour fonctionner va augmenter. Alors, et quand on dit dépenses caloriques, on consomme, on brûle les graisses. Autrement dit, il y a la combustion des graisses. Donc, pour ces mouvements, il va falloir bien doser sur votre posture, mais aussi bien choisir les exercices que vous allez faire. Et vous allez voir, en un temps record, vous allez perdre votre masse grasse. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite dans les démonstrations des exercices qu'on va vous proposer. Alors, le coach Beau a dédié cet exercice à Alioune Badara Kane. Je pense qu'il a dû se tromper parce qu'Alioune Badara Kane devrait... dos ou Beau? Dos. D'accord. Et donc, bon, tu dois plutôt prendre du muscle au lieu d'en perdre. Hein. Alors, coach, alors ces exercices qu'on a vus sur le plan sportif pour perdre justement du muscle, alors est-ce qu'il s'agit finalement d'un exercice qui est forcément adapté par une certaine élite, c'est-à-dire dans le milieu sportif? Oui, alors là, c'est vrai que sur le plan sportif, c'est effectivement cela, mais il y a aussi autre chose pour, par exemple, un sportif qui n'est pas un sportif d'élite, qui n'est pas un champion, quelqu'un qui pratique régulièrement l'activité physique, mais qui se rend compte qu'il a en tout cas des muscles superflus. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, surveiller dans un premier temps son alimentation et donc les lois de Mathieu. Je crois que ça, c'est une chose qu'il faut les surveiller. Ensuite, que les coachs, en tout cas, je disais tout à l'heure, qu'ils soient beaucoup plus explicites par rapport à ces exercices-là. Et puis, demander à celui-là de se mettre au travail tout de suite, de prendre, par exemple, un kawi, et mettre un kawi, pourquoi pas 2-3 survêtements, plus le kawi et tout couvrir en dehors justement du visage. Même les gants, on les met, on peut tout mettre. Alors là, c'est pour créer une très forte quantité de sudation. Alors là, ceci permettra en tout cas d'avoir, de dégraisser rapidement, puisque l'objectif pour ce sédentaire ou celui-là qui ne pratique pas beaucoup d'activité physique, mais qui en a pris, qui en a beaucoup pris. Mais là, il faut justement passer par cette filière pour dégraisser un peu le corps. Eh bien, dégraisser rapidement. Voilà, on peut dégraisser l'équipement sportif, les dégraisseurs hein, qu'on voit sur le marché sénégalais, qui permet à faciliter justement cet exercice. Mais justement, on les appelle, peut-être c'est des kawé, il y en a qui les appellent des kawé, c'est des matières en toile, par exemple, et qui peuvent conserver une quantité de sudation, et c'est là où c'est important, cette quantité de sudation, et c'est comme si vous allez dans les saunas et autres, là c'est pour provoquer ces quantités de sudation, mais là vous avez des pertes subies en eau que vous devez justement remplacer pour éviter cette déshydratation. Très bien, monsieur Dem, vous faites un peu de sport? Je fais du vélo. C'est déjà pas mal, coach. C'est un sport complet. Hein, complet. C'est comme la natation, finalement, le vélo, non? Ah oui, oui, c'est une excellente chose, le vélo. D'accord. Un bel exercice. Et vous, Madame Diouf? Juste de l'exercice. De l'exercice, c'est déjà pas mal. Hein. Au moins, vous faites une petite activité sportive. Pour quelqu'un qui s'apprête à travailler la terre, là, hein, il va lui falloir une préparation spéciale. Donc, je vous confierai bien au coach Tandaha. Et là, je coach Tandaha pour une séance accélérée. Alors, coach, finalement, dans les deux cas, perte de masse musculaire et perte de poids, quelle est la meilleure option? Alors, moi, je serai très laconique pour cette question, pour vous dire qu'il faut d'abord, la première perte, c'est d'abord essayer de perdre les adaptations nerveuses. Il faut les perdre au départ. Alors, ensuite, il y a autre chose, il faut surtout aussi penser à perdre ses réserves énergétiques.
D'accord. Ah oui, puisque vous savez, quand vous faites ce travail de musculation, surtout pour perdre du poids, vous travaillez dans une filière qu'on appelle l'anaérobie lactique. C'est-à-dire il y a une présence de l'acide lactique qui donc va se manifester. Alors justement, pour travailler dans cette filière, puisque là vous avez tous ces sucres que j'appelle les sucres de réserve cellulaire et qui sont là. Donc, il faut tout éliminer et justement passer à l'action. C'est pourquoi je disais d'abord éliminer les tensions nerveuses et ensuite passer justement à cette action. Donc, c'est aussi simple. Très bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette belle chronique de ce matin, coach Tandakha. On va essayer d'ici atteler pour nous qui avons un peu de masse. Pour un peu nous dégraisser, Lynn Badarakan, n'est-ce pas? Oh, mais vous n'en avez pas, du superflu. Il faut tenir compte aussi des réalités socioculturelles de notre pays. Vous savez qu'au Sénégal, une femme ayant de l'embonpoint, écoutez, a une cote formidable. Donc, il ne faut pas trop vous prendre la tête pour ça. Soyez à l'aise, soyez bien dans votre peau. Vous avez la chance d'être au Sénégal. Voilà. Et d'ailleurs, on a aussi eu à voir le Miss Linger, non, Miss Djongoma, c'était ça, à une époque. Peut-être vous faire intervenir sur cela. Ils vont peut-être, après, parallèlement à Miss Sénégal, donc le format classique, ressusciter Miss Djongoma, pourquoi pas, avec Mme Badiane. Bon, avec Miss Sénégal Nouvelle Vision, je ne pense pas que Miss Djongoma soit au rendez-vous. Non, non. Bon, les critères ont changé. Voilà, ce n'est plus la beauté. Vous pensez? Ouais. Bon, ça c'est votre avis, mais j'imagine que sur la page là, après, il y aura beaucoup de contradictions. Mais bon, je pense que c'est une belle transition pour y aller, parce que nous sommes à la base très gentlemen, mais bon, on respecte également d'autres valeurs de notre pays, le droit d'aînesse un peu. Donc on va commencer par M. Dem Fawzou, qui est là donc en sa qualité de membre du comité éthique donc, de Miss Sénégal Nouvelle Vision. Ce concours de beauté qui célèbre donc l'élégance sénégalaise, la beauté de nos dames, et Dieu sait qu'elles nous représentent tellement bien à l'international. Et c'est un plaisir donc de le recevoir sur ce plateau pour revenir sur les innovations de cette année, des innovations marquées surtout par l'instauration depuis l'année dernière, si je ne me trompe pas, du comité donc éthique. Cela véritablement vaut son pesant d'or, c'est extrêmement important. Et j'aimerais bien que vous puissiez revenir avec nous, éclairer davantage la lanterne de nos téléspectateurs sur la pertinence de l'instauration du comité éthique dans le comité d'organisation de Miss Sénégal Nouvelle Vision. Merci. Effectivement, l'organisation Miss Sénégal a subi les dernières années quelques soubresauts qui ont fait que voilà, l'image a été plus ou moins écornée. Et dans nos réflexions, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un élément essentiel de la société et dans toute activité d'ailleurs. Ce maillon qui a manqué dans le dispositif, c'est justement le côté éthique. Parce que l'éthique est dans toutes les activités. primordial. Voilà. Et nous avons jugé nécessaire de repenser l'orientation justement de Miss Sénégal à travers les critères justement qui sont aujourd'hui les critères de sélection pour être une ambassadrice de la beauté. Comme je le disais tantôt, ce n'est plus la beauté physique surtout, qui prime sur la couronne de la future Miss Sénégal, mais justement la bonne tenue, le respect, la connaissance, l'humilité, c'est-à-dire tout ce qui concourt à former un bon citoyen. Voilà. Et Miss Sénégal a beaucoup travaillé sur l'éthique pour montrer que nous sommes une société de tradition, que nous avons nos valeurs et nos cultures, que si nous devons représenter le Sénégal à l'étranger, nous devons y aller avec nos propres valeurs, avec notre savoir-faire, mais surtout montrer l'éducation que nous avons et qui est unique au Sénégal. C'est-à-dire, partout ailleurs, les gens sont éduqués. Mais la manière dont nous sommes éduqués, à travers notre culture, à travers notre être,
cette éducation, vous ne la retrouverez qu'au Sénégal. Et donc, mettre en exergue cette facette, ce visage du Miss Sénégal à travers les critères qui sont définis aujourd'hui, comme je vous dis, il faut avoir un bon coefficient intellectuel, il faut justement savoir parler avec élégance, garder le sourire, avoir confiance en soi, et tous ces éléments-là, justement, font partie des notes qui vous permettent justement d'être désigné Miss Sénégal. Ce n'est pas la beauté simplement. Iriez-vous jusqu'à demander un certificat de bonne vie et mœurs aux participantes? C'était ma question. Entre autres, ma question. Absolument, oui. Bien sûr. Vous savez, vous me donnez également l'occasion de revenir, peut-être d'ouvrir une petite fenêtre. L'organisation de Miss Sénégal, c'est une société privée, c'est une jeune dame sénégalaise très brave qui s'est engagée à organiser Miss Sénégal. À ressusciter d'ailleurs. À ressusciter Miss Sénégal. Mais vous savez, il y a des activités pour lesquelles l'État ne doit pas être un spectateur, puisque c'est l'image de la destination Sénégal, mais c'est l'image du Sénégal, c'est la diplomatie sénégalaise, n'est-ce pas, qui peut en recevoir un coup très dur. Donc, une telle organisation doit être soutenue, doit être contrôlée et suivie de très près, même si par ailleurs c'est une société privée. Et cela ne peut même pas être une société privée, puisque partout dans le monde, dans l'organisation des Miss, la Miss est une institution parce qu'elle est ambassadrice de la destination. Et quand on parle d'ambassadrice de la destination, eh bien, toutes les qualités morales qui permettent de juger et de montrer la pertinence même du choix, n'est-ce pas, est mise en exergue et considérée comme l'élément principal. Justement, est-ce qu'il y a une enquête de moralité qui est faite autour justement de ces Miss-là? Parce que vous avez beaucoup de candidates, et vous le disiez tantôt, parce que c'est le Sénégal qu'on représente vraiment à l'international. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites autour justement de ces candidates? Oui, mais pas de façon très rigoureuse. Vous savez, les sélections au niveau régional, il y a des comités régionaux qui sont chargés justement de sélectionner les prétendantes, les candidates. Et nous devons davantage travailler sur le contenu justement du cahier de charges qui permet aux jeunes filles, n'est-ce pas, d'être considérés justement comme étant des candidats valables. On ne doit plus justement prendre quelqu'un sur une simple recommandation ou sur simplement des questions-réponses comme ça, mais pour aller véritablement dans le fond, comme cela se fait au niveau du gouvernement pour occuper certains postes, eh bien, il y a une enquête de moralité. Et voir justement le comportement de la famille, le papa, la maman, tout l'entourage justement de la Miss est important, justement parce que ça déteint sur le comportement de la femme, mais qu'en dira-t-on également, même si par ailleurs elle peut sortir du lot parce que par le choix de Dieu, c'est Dieu qui éduque, c'est Dieu qui donne voilà, la clairvoyance et tout cela. Et si par ailleurs elle a toutes les qualités morales et que dans son entourage, eh bien, tout le reste peut porter préjudice, eh bien, ces critères-là aussi doivent être retenus. Alors, je pense qu'également, il serait important de mettre l'accent sur nos canons de beauté à nous. Souvent, on copie trop un peu sur les bords, je trouve. Voilà, les modèles occidentaux par rapport à certains critères et tout. Par exemple, pour ce qui concerne Miss Sénégal Nouvelle Vision, quel serait le critère le plus déterminant pour se faire sacrer Miss Sénégal? Voilà, le critère le plus important, c'est le naturel. Voilà, c'est le naturel, il n'y a pas de pigmentation, il n'y a pas de pose d'ongles, de rajout de cheveux ou de, je ne sais pas comment, des pigmentations. cela. C'est ça.
c'est le naturel, c'est la beauté naturelle, c'est le Sénégal des profondeurs, mais justement... mais il ne faut pas exclure les peuples, hein. Nous sommes de teint clair. Hein. Ah non, c'est ça, c'est important, naturel. Non, je chahute. Voilà, et justement, cela est important dans la mesure où aussi, dans ces critères-là, il faut que la personne... selon sa religion chrétienne, musulmane, eh bien, puisse également être en phase avec les préceptes de sa religion. Justement. C'est important. Voilà. Ça, c'est ça. Ah, mais ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est une innovation. On peut une innovation la de taille. Comme telle, hein. Une innovation Alors, de taille. Que dites-vous également pour assurer les parents qui ont laissé leur enfant participer, leur fille participer à ce concours le temps d'une semaine, d'un week-end? Elles sont loin du cocon familial, à Dakar, hein, dans un milieu peut-être qui pourrait leur être un peu étranger. Alors, comment faire pour les rassurer? Mais justement, c'est la présence du comité éthique. Et je suis accompagné, bon, en fait, pas accompagné, c'est Madame l'honorable députée Hélène Tine. Ah, Hélène Tine est bien dans le comité. Non, c'est elle. Là, les règles seront vraiment bien appliquées. C'est rassurant. C'est elle la présidente du comité éthique de Miss Sénégal. La Lionne de Thiès. Voilà, la Lionne de Thiès. Ça, c'est bien. Voilà, et donc, elle est, comme on dit... très à cheval. Mais comment vous avez fait pour convaincre une dame comme Hélène Tine à entrer dans le comité éthique? J'aimerais bien connaître les raisons de sa motivation. Oui, sa motivation, vous savez, Hélène est engagée dans les droits de femmes, dans l'équité, mais surtout la protection des jeunes filles. Okay. Voilà. Et puisque la majorité des Miss bon, ont entre 18 ans et 25 ans, voilà, c'est encore l'âge très jeune. Et donc, elle se voit bien dans son champ d'action, n'est-ce pas, pour apporter sa contribution, mais surtout le soutien pour que ces filles ne puissent pas déraper ou que le titre de Miss Sénégal ne leur prenne pas la tête. Bien sûr. Alors, et sur un peu disons, les perspectives qui seront offertes à l'heureuse élue, ce serait bien également de revenir là-dessus, parce que souvent on se contente juste de cette soirée où voilà, couverte d'or, le temps d'une soirée. Après, elle passe sous les radars, on ne la voit plus, elle disparaît, il n'y a plus d'accompagnement. Souvent, on a eu cas de certaines Miss qui ont fait les choux gras de la presse pour dénoncer un manque d'accompagnement du comité. Surtout après l'élection. Alors, pour cette année-ci, qu'est-ce qui sera fait pour que la Miss se sente vraiment bien couvée, bien accompagnée? Oui, c'est une question très importante. Elle est centrale. D'ailleurs, je l'ai dit tantôt, l'accompagnement du gouvernement. Tous les ministères concernés. Parce que, vous le disiez tout à l'heure, en passant par l'agriculture, Miss Sénégal est une activité transversale. C'est un secteur qui touche pratiquement beaucoup de domaines et qui interpelle également beaucoup de ministères. C'est l'endroit idéal aujourd'hui pour lancer un appel, pour demander au gouvernement de se préoccuper, de penser à institutionnaliser l'organisation de Miss Sénégal, à apporter son soutien et le contrôle qui s'y est. Parce que vous ne pouvez pas choisir une Miss qui doit représenter le Sénégal partout dans le monde. Oui. Et également participer à l'élection prestigieuse de Miss Monde pour être Miss Monde. Alors, cela demande un budget, cela demande de la préparation, mais également de la visibilité. Et puisque le partenariat public-privé ne marche pas de façon automatique, mais également les dessous sont un peu complexe, je dirais. Oui. Le Djoubel et Djoubanti doivent passer par là également. Oui. Et je veux dire, et donc la Miss Sénégal, puisqu'elle représente l'institution de la beauté sénégalaise, doit être accompagnée pour justement donner l'espoir aux autres femmes. Parce que c'est toujours un modèle. C'est le modèle de la femme sénégalaise. Miss Sénégal doit être revêtue de toutes les qualités morales, toutes les qualités intellectuelles, mais justement être une vraie Sénégalaise, porteur d'espoir et de message. Et ce message-là, justement, nous ne pouvons ne pas en parler parce que c'est ça qui permet aux autres
justement d'en faire une idole ou en tout cas de suivre le pas. Merci beaucoup, Monsieur Dermont, pour votre participation à ce comité qui relève un peu quand même qui permet de relever à coup sûr donc le prestige de Miss Sénégal Nouvelle Vision. La cérémonie voilà, de couronnement aura lieu ce vendredi. On y est à quelques heures. Et dans la deuxième partie, restez bien sur ce plateau. On reviendra également sur l'impact positif, bien sûr, de ce concours sur un secteur que vous maîtrisez fort bien, qui est le tourisme. Mais j'aurais bien aimé avoir l'avis de notre invité, une jeune dame qui représente bien également la femme sénégalaise. Avez-vous été une fois dans votre vie voilà, tenté par une participation à un concours Miss Madame Diouf? Non, je n'ai jamais été tentée par ça. Et qu'est-ce que cela vous... comment vous trouvez l'organisation de concours Miss voilà, ici dans notre pays? En tant que jeune fille, vous y avez rêvé? Certainement. Jamais? Non. Jamais. Pour dire vrai, bon, depuis que... Bon, mais c'est un grand moment pour la gente féminine, surtout. Effectivement, mais c'est depuis que j'étais enfant que je ne le regarde plus, en fait. Bon, j'ai été sollicitée sur ces genres de choses, mais, oui, mais je n'ai jamais été tentée à faire ça. Parce qu'il y avait une certaine timidité? Non, ça n'a pas de rapport. Ça ne faisait pas partie peut-être de vos centres d'intérêt, mais ça arrive. On ne peut pas tous avoir le même centre d'intérêt. En tout cas, restez avec nous sur ce plateau et on vous consacrera du temps pour parler d'agriculture. Effectivement. Une jeune dame voilà, urbaine pour nous parler d'agriculture, c'est dans le cadre donc, des activités du Monasam. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui rêvent d'être Miss au bas âge. Pourquoi pas je me souviens de votre... On m'a parlé de votre tentative. Ça n'a pas été mon cas. En tout cas, vous avez reçu une élimination précoce. Non, ça n'a pas été mon cas. Je suis comme justement notre invité. Je n'ai jamais été tentée par Miss Sénégal. Alors, on a reçu un message pour vous. Soda Gay Dramé qui dit Miss Sénégal, on va enfin avoir une Miss vraiment naturelle, surtout, espérons. En tout cas, l'espoir, bon, on le mise sur justement sur Miss Sénégal Nouvelle Vision. Vous êtes nombreux à nous suivre sur nos plateformes digitales. Mouni, Mamillon, Mamie, également Soraya qui nous suivent sur justement Facebook en direct. Nous vous souhaitons une excellente journée. On va passer tout de suite à la rubrique archives. Alors, sans transition, Aline Diop, vous êtes de l'autre côté des studios. Bonjour. Bonjour, je salue le plateau de Kenkeliba. Aujourd'hui, dans Archives, nous allons parler du groupe musical Khalam. 1969-2024, le Khalam célèbre ses 55 ans d'existence. Quand on parle du groupe Khalam, on peut faire allusion à ce groupe qu'il a influencé. Quand tu parles avec le Sénémali, Batakhal, Kadou, Kergui, Damels, Khamle, Talif, tous ces groupes ont suivi les traces du groupe Khalam et il y en a d'autres aussi. Le Khalam a inspiré énormément de groupes et le Khalam a su exploiter bien sûr notre patrimoine musical avec des fondamentaux dans le domaine de la musique pour parler des instruments folkloriques ou des instruments traditionnels que le Khalam a utilisé pour fusionner cet aspect avec le modernisme. Je crois qu'ils sont appuyés sur ce que le poète président disait, enracinement et ouverture. Le Khalam, avec son répertoire, a sillonné le monde aussi. Quand on parle des 70 ans du rock'n'roll, 2023, le rock'n'roll a célébré ses 70 ans. Le Khalam a joué sa partition, puisque le Khalam a joué dans l'album Undercover of Love des Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Ron Wood, etc. Le Khalam a joué à travers Tafa Cissé et Koundoul dans l'album Undercover of Love. Les 25 ans du Woodstock, en 1995, celui qui programmait justement le festival, les artistes au Woodstock avait voulu utiliser et a utilisé aussi le groupe Khalam. Le Khalam s'est produit au Woodstock en 1994 pour célébrer les 25 ans de Woodstock. Quand on parle du groupe Khalam, inévitablement aussi, on fait allusion au prix Découverte RFI
C'est le Khalam qui a lancé le prix découverte RFI avec comme lauréate Nahawa Doumbouya. C'était en 1981 pardon, au Théâtre National Daniel Sorano. Le Khalam a énormément fait. Le Khalam nous a permis de comprendre ce que c'est un rappel. C'était quand? Décembre 1984 au stade Iba Mar Diop. Le Khalam se produisait, il restait un titre, ils ont quitté la scène, le public a voulu retourner, le public a voulu quitter justement les gradins et Tanordien, on s'en souvient, avait crié « Ne bougez pas, restez ». Clapez, frappez vos mains et puis ils vont revenir. C'est ça qu'on appelle un rappel. Donc le Khalam a servi de département académique, a contribué à l'éducation artistique ou musicale du public. On va justement revenir sur la conférence organisée le 21 juin dernier dans le cadre de ces 55 ans pour lancer aussi un album, un mini-album, Retour aux sources, un reportage de Fanta Badji du journal télévisé. Dans cette salle de la Maison de la Culture du Tasek, des inconditionnels du Khalam 2 pour retracer le parcours remarquable de ce mythique groupe des années 60-70, un groupe qui a marqué des générations de mélomanes, férus de variétés, de jazz, d'afrobeat ou encore de folk et qui inspire encore. Ce qu'ils ont apporté à notre génération, c'était en fait cette volonté forte de travailler l'instrument, de ne plus jouer n'importe quoi, essayer d'aller dans la qualité. Moi, quand on parle du Khalam, c'est des images qui me reviennent. C'est des périodes importantes dans notre vie, dont le festival de jazz. Il ne faut jamais oublier que c'est pendant le festival de jazz que le Khalam a pu affiner son alternative nouvelle, en jouant avec tous les grands musiciens de jazz qui venaient. La force de frappe musicale du Khalam, l'allure vestimentaire du Khalam avait attiré. Et vous imaginez le Woodstock, le festival de Woodstock, célèbre ses 25 ans en 1994. Et Woodstock est venu prendre Khalam. Quand vous voyez ces images de Khalam au Woodstock, mais c'est extraordinaire. Que de souvenirs, d'anecdotes et d'événements peu connus du public. À travers sa musique, le Khalam a contribué au rayonnement du Sénégal sur la scène musicale internationale. Quand le Khalam était en Europe, le Khalam a joué dans l'album Undercover of Love des Rolling Stones, vous imaginez. Le Khalam aussi a attiré l'attention de Walt Disney. On se souvient de ce concert de la place de l'Indépendance, moi je ne l'oublierai jamais. Le Khalam à la place de l'Indépendance pour préparer sa collaboration avec Walt Disney. Et c'était l'époque où il ne suffisait pas d'avoir une voix ou de savoir jouer d'un instrument pour faire de la musique qui accroche. Vous savez, la musique de variété, le jazz, ça permet d'être ouvert partout dans le monde et dans toutes les musiques. C'est la base. Déjà, il faut apprendre théoriquement certaines choses, la musique, et puis se déterminer à écouter beaucoup de jazz. Le groupe doit sa longévité à la générosité et à la solidarité de ses membres qui faisaient passer l'intérêt collectif avant tout. On a grandi dans cet esprit de solidarité et c'est ça qui nous nourrissait pour créer ces musiques compliquées. Et on avait des repères. Le Khalam, un condensé de talents dont la maestria est encore avérée 55 ans après. Le groupe signe son retour aux sources dans un album qui revisite ses premiers répertoires. Aujourd'hui, ils ont voulu en fait retourner à la base, au départ, au moment où leur carrière a vraiment explosé, c'est-à-dire en 1979 lors du concert à Berlin, Horizonte, et ils sont allés voir ces morceaux-là qu'ils ont retravaillés, rejoués. Avec une nouvelle génération de musiciens. Pour marquer ce 21 juin, fête de la musique, une rencontre avec les fans et les acteurs culturels qui ont assisté au début du Khalam et qui restent nostalgiques de la belle époque. Khalam 2 reste cette légende avec un riche patrimoine à préserver. Voilà, ce reportage de Fanta Badji, volontairement je dis Badji, je sais que c'est plus patrimonial. Donc Fanta Badji, dans ce reportage, est revenu sur cette conférence, cette table ronde organisée justement pour les 55 ans du groupe Khalam. Le Khalam a contribué au démantèlement de l'apartheid. Le Khalam a sorti un album en 1986 intitulé Apartheid. Cet album, avec l'intervention du guitariste américain Luther Allison, a permis au groupe Khalam de se produire en tournée.
Et il y avait 6 dates au parc de la Villette. Et pour ces 6 dates, le Khalam avait utilisé justement Johnny Clegg et le Savouka pour assurer la première partie. Permettez-moi de me répéter. Le Khalam aussi a joué un rôle déterminant dans le cadre du combat, dans le cadre du militantisme, en parlant du panafricanisme, pour suivre un peu le sillage de Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, pour ne citer que cela. Puisque quand le régime du Nigeria avait emprisonné Fela Anikulapo Kuti, le Khalam, à travers la caravane de Jéricho, avait joué avec Mori Kanté, Salif Keita et le groupe Ghetto Blaster une tournée française pour dénoncer, pour sensibiliser, pour demander la libération de Fela Anikulapo Kuti. Donc tout ça, c'est le groupe Khalam. Ils ont assez fait, ils ont assez proposé aux mélomanes au niveau du monde, mais aussi au niveau du continent africain. Ils ont inspiré beaucoup de gens. Hugues Masakela, devant les musiciens, avait dit « Ce que vous faites, je suis incapable de le faire avec mes musiciens ». Le Khalam a beaucoup voyagé aussi en Afrique, hein, Lagos, Libéria, pour ne citer que ces 2 pays, pour ne pas dire Monrovia. Donc voilà, on a parlé du groupe Khalam aujourd'hui dans Archives, dans Kenkeliba. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Alioune Diop, à la semaine prochaine. De rendez-vous de l'autre côté, dans les studios de Radio Sénégal International. Vous avez fait voyager un peu les mélomanes ce matin. Alioune Diop avec justement le groupe Khalam, précurseur de la world music, et qui ont un peu représenté le Sénégal à travers le monde entier, à travers justement certains festivals. Un groupe également très engagé. On va passer tout de suite au clip du jour. On se retrouve juste après. Du côté de Khalam, hein. Très bien. On se rappelle un peu aussi de Cheikh Tidiane Tall. Lui aussi qui était du groupe Khalam avant d'aller ailleurs. On se sent que vous étiez un bon danseur, coach Tandakha. Non, ça j'ai jamais été. Jamais. Je ne sais pas danser. Alors on va passer au bulletin d'information. Quelles sont les nouvelles du Sénégal et à l'international? Le bulletin d'information tout en images proposé par la rédaction de la RTS. Je voudrais bien remercier pour l'attention et pour le temps que M. le Président a trouvé pour accueillir notre délégation. En fait, on a saisi cette opportunité pour transmettre le message de la part de M. Poutine. Donc on a souhaité du succès au président de la République, son Excellence, M. Bassirou Faye, ainsi qu'à toute son équipe, donc, parce que Sénégal reste un ami et un partenaire fiable. Donc on a des relations diplomatiques qui datent de longue date. Ont été établis en 1962. Donc on a évoqué l'état et les perspectives de coopération bilatérale multiforme, surtout les liens économiques et d'investissement. On a évoqué le sujet de la formation des cadres. Bien sûr, on a parler de la coopération avec les parties sénégalaises sur la plateforme de l'ONU. On s'est mis d'accord sur la continuation des consultations au niveau du ministère des Affaires étrangères. Donc encore une fois, on exprime notre gratitude pour l'accueil chaleureux qu'on a eu ici au Sénégal. La clôture de la première session ordinaire de l'année 2024 du Conseil économique, social et environnemental est une occasion pour les membres de l'institution d'échanger avec le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Dans l'optique de hisser le CSE à la hauteur des grandes envergures, les conseillers se mobilisent pour accompagner davantage l'État et les populations. Le Conseil économique, social et environnemental s'engage ici à livrer des productions intellectuelles et scientifiques de qualité sur toutes les saisines des pouvoirs publics de manière à contribuer à l'avènement d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Un Sénégal souverain, juste et prospère qui devrait impérativement passer par l'engagement des membres de nos institutions. Je suis venu pour m'incliner au nom du gouvernement à l'institution du Conseil économique, social et environnemental au bonheur de la République.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, ce mode de saisine va prospérer en plus des initiatives que vous prendrez sur la base de l'autosaisine en vue d'attirer l'attention du gouvernement et de l'Assemblée nationale sur les réformes qui vous paraissent nécessaires dans vos domaines de compétences. Je ne doute point que vous allez mobiliser l'expertise nationale et internationale ainsi que les structures du secteur public, du secteur privé et de la société civile, les partenaires techniques et financiers et toutes les forces vives de la nation pour que chacun apporte sa contribution au développement de notre pays. Création d'emplois dans le secteur des arts et de la culture, conditions de mise en œuvre effective du consommé local des produits artisanaux, l'accès des terres aux femmes et aux jeunes, le développement du tourisme endogène sont entre autres thématiques proposées par le Conseil économique, social et environnemental. Le CSE compte ainsi répondre aux préoccupations des populations. La rupture promise par le nouveau régime s'affirme aussi en politique étrangère, avec un recentrage sur le voisinage immédiat. À son accession à la magistrature suprême, le président Bassirou Diomaye Faye opte pour les pays limitrophes du Sénégal pour ses premières visites. Je ne suis pas très convaincu qu'en 100 jours qu'on puisse faire un bilan exhaustif du point de vue du temps. Mais en ce qui concerne donc la gestion de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, on pourrait trouver des signes avant-coureurs de cette rupture. Si nous mettons l'accent sur le cas particulier des relations internationales, on pourra donc trouver des signes de rupture dans la mesure où, contrairement à ses prédécesseurs qui mettaient un tout petit peu le focus. C'est mon homologue de Toubab Dialaw qui est présent. De Toubab Kouta, de Tivaouane Peulh. Tivaouane Peulh. Que de belles zones, hein. Vraiment, vous ne voulez que du bien. Hein. Toubab Kouta, Toubab Dialaw, Tivaouane Peulh, que de coins paradisiaques, c'est bien. Alors, bienvenue en plateau, Mamadou Diagne. Très brièvement, le menu de ta chronique de ce matin avant de passer à la rubrique invitée. Andesek, bonjour à tous ceux qui nous regardent sur les plateformes digitales et à nos invités, une Miss et un représentant des Miss. Donc, ça fait 2 Miss sur le plateau. Donc, aujourd'hui, on va parler de collage, un hackathon organisé à Thiès par l'IA et le SENUM. Et aussi, on va parler de digitalisation, notre pays qui est un peu en avance par rapport à nous. Je l'avais dit, c'est l'image sur cette équipe. Une Miss et un représentant des Miss. Alim Badarakan, on va passer justement à la rubrique mon cher. Invité avec Ndeye Mané, qui est la vice-présidente de la MONASOP. Alim Badarakan, donc, vice-présidente du MONASOP, excusez-moi, j'ai pas précisé. Voilà, le MONASOP. Hein. Tu n'as pas précisé. Je n'ai pas précisé, c'est pourquoi j'ai dit, mais à culpa de ma part. Hein. Donc, vice-présidente du MONASOP, le MONASOP, c'est le mouvement national de solidarité patriotique. Il nous en faut du patriotisme, de la solidarité, de l'empathie, de la bienveillance pour développer le Sénégal. Et c'est la noble mission que vous êtes fixée, vous, membres du MONASOP. Je pense que c'est l'occasion aussi de nous présenter un peu le MONASOP, comment il est composé. Et puis également, qu'est-ce qui vous a motivé au point de le mettre sur pied, Madame Diouf? Oui, effectivement, MONASOP, comme on le dit, Mouvement national pour la solidarité patriotique. Et pour être patriote, il faut avoir, c'est-à-dire l'empathie, le partage et l'échange et le savoir-faire aussi. C'est-à-dire pour pouvoir promouvoir le développement dont on parle. Donc, ce qui nous motive, c'est-à-dire, comme ce que je disais tantôt, beaucoup de jeunes sont là qui ont obtenu leur diplôme, qui n'arrivent pas à s'insérer. Et d'autres aussi, beaucoup de jeunes quittent leur village pour venir là à Dakar pour pouvoir chercher d'autres horizons, alors que maintenant on doit même promouvoir à immigrer dans les régions, parce qu'il y a beaucoup en dehors de Dakar. Oui, parce que maintenant... Dakar est saturé. Voilà, très saturé. Il faut désengorger un peu. C'est ça, mais ça se prouve même avec les inondations, parce que la saturation de Dakar, ça fait partie de l'inondation. Donc, et sur ça aussi, après ça, donc, on s'est dit, pourquoi pas créer une association qui va pouvoir aider les jeunes, qui va pouvoir les mettre sur le chemin du travail, parce que beaucoup de jeunes sont désorientés actuellement, qui ne savent pas là où mettre les pieds, même si après leur diplôme. Donc on se dit, pourquoi pas les orienter sur les domaines qu'ils veulent, que ça soit
l'informaticien, que ça soit l'agriculteur, que ça soit le journaliste. On fait des programmes par rapport à ça. Il y a différents domaines d'activité. Oui, pas métiers. tout simplement l'agriculture. Parce que tout le monde ne peut pas faire l'agriculture aussi et tout le monde ne peut pas faire l'élevage. C'est en fonction des compétences de base du jeune qui vient vers vous. C'est à partir de cela que vous l'orientez. Voilà. Mais alors, ça se passe comment cette orientation? C'est-à-dire, vous profitez d'un partenariat ou bien de partenariats avec des structures publiques ou bien privées. Alors, vous avez des conventions ou bien s'agit-il d'un mentorat? Ça se passe comment? Voilà, pour ça on a besoin des partenaires parce qu'on est en train de travailler sur ça, c'est-à-dire chercher des partenaires pour pouvoir insérer les jeunes et non seulement avec les partenaires, mais créer des plateformes pour pouvoir, c'est-à-dire si par exemple, un informaticien, le client a besoin d'un informaticien, il sait là où il doit partir exactement. Une plateforme de rencontre, d'échange entre demandeurs. L'offre et la demande. Voilà, c'est ça. Parce que quelqu'un peut être un électricien, mais ne sait pas là où il va. Il n'est pas forcément forcé qu'il doit se mettre dans une entreprise pour pouvoir travailler. Donc, il peut être en freelance, c'est-à-dire, et pour ça, on peut l'aider aussi à s'insérer sur ça. D'accord. Alors, les premières, en fait, par rapport aux, disons, les premières rencontres, est-ce qu'elles ont été convaincantes? Est-ce que vous avez senti chez les jeunes qui constituent votre cible première cette envie d'adhérer au Monasop? Parfaitement. À entrer sur cette plateforme. Oui, parce que quand on leur a proposé nos idées, c'est-à-dire, c'est non seulement pas les jeunes qui sont là actuellement, même après, avec la diaspora, ils sont dedans. Donc, c'est-à-dire, là, on trouve des jeunes qui sont vraiment motivés pour pouvoir aller de l'avant et aussi faire développer, non seulement pour eux, mais pour aussi faire développer le Sénégal. Mais bien sûr. Ce qui est important aussi, parce que si le jeune se développe, le Sénégal se développe. Mais bien avec. sûr, bien sûr. Voilà. Miser sur la jeunesse. Le Sénégal, forcément, doit a l'obligation de compter sur sa jeunesse, mais à condition qu'elle soit bien couverte et bien encadrée. Mon cher Diagne, que vous inspire cette démarche-là du Monasop? Inclusive, qui vient à son heure, je pense que tout jeune Sénégalais aspire à ce que ses vacances soient des vacances citoyennes très actives, en fait. Et je pense que c'est bienvenu. Maintenant, la digitalisation vient à son heure, les plateformes pour que tout un chacun puisse s'inscrire, c'est très important. Maintenant, il faut aussi voir l'après. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien aller pendant les vacances dans les champs, mais j'aimerais que ces activités se prolongent après les vacances. Pourquoi pas offrir à certaines l'opportunité d'avoir un petit espace pour investir, entre autres. Effectivement, sur ça, c'est-à-dire ce n'est pas tout simplement pour les vacances qu'on fait l'agriculture, mais à long terme, mais par étapes. C'est-à-dire, à un moment donné, on va prendre un groupe de jeunes qui vont faire l'agriculture pour un moment, ils vont se voir là-dedans, c'est-à-dire, après, ils vont laisser la place à d'autres. Parce qu'actuellement, voilà, on a des terres qui nous sont propres, mais on a aussi un autre partenaire qui a des terres qui nous donne pour qu'on puisse l'exploiter, c'est-à-dire pour pouvoir donner l'occasion aux autres de pouvoir exploiter ces terres-là. Mais je pense que dans le cadre du PRODAC, qui est une politique quand même publique, parce que tout jeune Sénégalais ayant peut-être envie de travailler la terre a la possibilité de faire une demande auprès du PRODAC, parce qu'il y a des espaces qui sont aménagés. Est-ce qu'il n'aurait pas été beaucoup plus simple de se rapprocher du PRODAC, un programme public, pour bénéficier déjà des installations et tout, pour que le retour sur investissement soit beaucoup plus rapide? Parce qu'on sait qu'un jeune, il est facilement guetté par le découragement. Ils n'ont pas cette résilience ni cette patience. C'est ça également l'un des défauts de notre jeunesse aussi. Oui, sur ça, on va essayer de voir aussi, parce que c'est une très bonne idée. Parce qu'on n'avait pas. Il y a des domaines agricoles communautaires. Effectivement. Donc, on va voir sur cet angle-là et puis on va en discuter beaucoup plus largement et on verra ce qu'on peut faire. Et pour l'instant, vous n'avez pas encore rencontré les plus hautes autorités, le ministre de l'Agriculture Non, pas encore. Je ne parle même pas du Premier ministre. Avez-vous essayé? Bon, on est sur ça, mais actuellement, on a juste commencé avec les projets communautaires parce que non seulement ce n'est pas
que pour le travail, mais pour aussi le développement communautaire. Parce qu'on promouvoit un Sénégal propre aussi, c'est-à-dire avec les maires, on a commencé à discuter avec certaines maires, d'où on est en collaboration aussi, pour pouvoir faire les aménagements publics, les toilettes publiques, que ça soit aussi sur les pavages et tout ça, pouvoir, parce qu'on voit des fois des maires ou bien successivement alors qu'il n'y a jamais de changement. D'accord. C'est parce que les jeunes aussi à la base un peu manquaient d'engagement. Voilà, et là, c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez rompre avec ça, que les jeunes s'approprient leur environnement, qu'ils puissent le transformer positivement, c'est ça, puissent impacter le développement de leur terroir. Oui, c'est très important parce qu'on ne peut pas attendre tout le temps et de dire on va attendre l'État, on va attendre ceci, on va attendre cela. Donc nous, on s'engage aussi à collaborer avec les maires pour pouvoir développer notre propre commune. Alors, merci beaucoup, Madame Diouf. Restez avec nous. Hein. On revient sur les autres aspects de votre programme à la suite donc, de la chronique de notre ami Diagne. Hein. Voilà. Alors, tu m'as coupé la parole, mais c'est pas grave. Ma question, je vais la poser juste après. Ah, mais j'ai cru que vous aviez fait signe pour qu'on puisse passer à la chronique, Madame Seck. Ne vous inquiétez pas, il faut ça tout le temps dans le plateau. Il faut ça tout le temps dans le plateau. Pourquoi tu dévoiles les dessous de Kenkeliba? On va passer à la rubrique avec mon cher immature Mamadou Diagne. On va commencer avec on va commencer avec les élèves formés au codage et à l'intelligence artificielle. Et c'est bon, dans la région d'Alioune Badara Kane, à Thiès. Merci. Effectivement, Antesek, c'est une initiative soutenue par la Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias. Dis-toi que 500 élèves ont été formés au codage et à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et à l'issue même de cette formation, un hackathon s'est tenu. Un hackathon, c'est-à-dire un concours où plusieurs jeunes... Je sais que tu connais c'est quoi un hackathon, je sais. Donc c'est un concours où plusieurs jeunes ont proposé des solutions par rapport à leur environnement propre, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'alimentation, beaucoup de solutions. C'est des élèves et dis-toi que le ministre était présent et on va suivre ce reportage de nos confrères de la DRTS. Au total, ils sont 500 élèves, 200 enseignants et 50 chefs d'établissement formés sur le codage et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer les enseignements-apprentissages. Une formation sanctionnée par cette compétition qui a permis d'éclore des talents et de la créativité. L'application s'appelle Sunu Wergu Yaram. L'application consiste à aider les jeunes et les adolescents pour qu'ils savent calculer leur cycle menstruel et éviter certaines maladies. On sait tous que Thiès est l'une des principales capitales du Sénégal, donc qui est touchée négativement du domaine de l'environnement. Donc on a vraiment essayé de créer une application, donc c'est notre projet, une application qui permettra aux gens de Thiès de s'éduquer par rapport à l'application, de connaître les problèmes liés à l'environnement, les causes et aussi les solutions. Plusieurs applications concourant à l'atteinte des objectifs du développement durable ODD 4 ont été développées: environnement, santé, économie, agriculture, élevage, entre autres domaines. Le projet est soutenu par la Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias CNM. Il y a des questions d'environnement, il y a des questions liées à la santé. Il y a même d'aucuns qui ont créé une application qui devait rappeler aux vieilles personnes qui pouvaient être un peu amnésiques comment et quand prendre leurs médicaments. Notre objectif, c'est de contribuer à l'atteinte des objectifs du ministère. Ce projet-là, il est terminé. Si nous devrions le pérenniser, le continuer, il nous faudrait chercher d'autres partenaires. Nous pensons que nous pouvons avoir le ministère comme partenaire institutionnel, nous accompagnant pour continuer cette activité au niveau de Thiès, mais au-delà de Thiès dans les autres régions. Le ministre de l'Éducation nationale, qui a suivi avec intérêt la présentation des différentes applications, a salué l'esprit d'ingéniosité et de créativité des élèves. Santé, vous parlez de l'agriculture, vous parlez de l'élevage, vous êtes chanceux. Je vous en supplie que rien ne vous détourne de cette voie. Intéressez-vous toujours à ce qui se passe autour de vous. Si ce qui se passe autour de vous touche vos cœurs, vous êtes sauvés. Parce que quand ça touche le cœur, vous avez l'énergie qu'il faut pour vous battre. La Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, créée en 2017, intervient dans 8 académies au Sénégal. Au total, 1000 élèves et 750 enseignants ont été formés à travers ce projet.
Le ministre de l'Éducation nationale a promis de doter les élèves des 3 équipes finalistes d'ordinateurs. Des attestations ont été remises aux participants et à des personnes pour service rendu à l'école. Excellente initiative et Alioune Badara Kane, on peut saluer vraiment la proximité qu'il y a entre les différents ministres avec justement cette population-là. On les voit très souvent sur le terrain, notamment aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale. Mais généralement, nous recevons des invités qui ont par exemple un programme ou bien voilà, une initiative qui pourrait intéresser plusieurs départements ministériels. Par exemple, si on prend les activités du MONASOP, par exemple le ministère de l'Agriculture pourrait s'y intéresser. Le ministère de la Jeunesse, le ministère en charge de la question donc, de la microfinance, de l'entrepreneuriat. Donc, ouais, donc c'est bien. Et de l'éducation nationale aussi. Donc, je pense qu'eux, ils l'ont bien compris à Thiès à travers donc, la présence de tous ces départements ministériels-là pour donner un coup de pouce à cette initiative. Surtout parce qu'il faut vraiment occuper, mais de façon saine, notre jeunesse, surtout en cette période de vacances où souvent, bon, il y a un certain désœuvrement, hein, on se contente juste de les envoyer dans la rue pour jouer, alors qu'ils auraient pu passer leur temps avec beaucoup plus d'activités pédagogiques, ludiques, qui pourraient leur apporter plus dans le cadre de leur développement intellectuel et même voilà, susciter des vocations chez eux. Quand on voit un jeune asiatique hein, qui est capable là, de monter en quelques fractions de secondes un ordinateur ou autre, je pense que le jeune Sénégalais, il pourrait le faire. Donc tout dépend de l'environnement dans lequel il évolue. L'environnement et surtout l'encadrement. Alors on va finir avec ton deuxième sujet, Mamadou Diagne, qui justement parle du Cameroun à Douala, qui procède à l'enregistrement numérique des mototaxis. Effectivement, en fait, c'est un clin d'œil hein, à la situation actuelle auquel on est confronté actuellement au Sénégal, c'est-à-dire que les mototaxis constituent un casse-tête. Quand on regarde bien le nombre de mototaxis qu'il existe à Dakar, donc les Camerounais ont prévu de numériser tous les mototaxis, déjà pour lutter contre l'insécurité, mais aussi pour pouvoir les identifier. Et cela entre dans le cadre du programme Cameroun Digital 2020-2025. Donc c'est très important, je pense que c'est un aspect sur lequel on peut s'inspirer, c'est-à-dire que pourquoi pas digitaliser cela, les numériser. Toutes ces motos... Les mototaxis, les tchak-tchak, comme on dit, voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire les identifier déjà. Et ça, au Cameroun, quand on lit l'article, c'est fait par commune en fait. D'accord. C'est fait par commune. C'est-à-dire que c'est la ville de Dakar ou la ville de Pikine qui identifie les mototaxis qui opèrent dans le secteur, qui les numérise. Maintenant, si moi, aujourd'hui, je quitte la gare du terre du centre-ville pour venir à la RTS, je sais que si je prends ce mototaxi, il est identifié, quoi qu'il puisse arriver. Je sais que c'est tel numéro et tel numéro, il peut être identifié. Effectivement, donc, en cas de pépin, voilà, c'est ça. Le mototaxi, pour qu'il soit identifié et enregistré, il faut qu'il soit en règle. C'est-à-dire que le conducteur, qu'il ait tous les papiers légaux et que la moto soit aussi identifiée. Donc, surtout de l'assurance, parce qu'aujourd'hui, il faut assurer le véhicule et les passagers qu'on est en train de donc, transporter. on se dit que ce processus entre dans le cadre de pouvoir sécuriser le passager et régulariser un secteur que tout le monde considère comme un fourre-tout. Très bien, merci beaucoup pour tes deux sujets très intéressants ce matin. Merci à toi. On est un peu rattrapé par le temps, il est 7h58. On va peut-être redonner la parole à M. Dème, surtout par rapport à l'impact de ce concours de Miss Sénégal sur le secteur touristique, très rapidement. Oui, c'est un sujet passionnant qui me passionne et ce que je veux dire, je suis un peu choqué, hein, ce que je veux dire, que nos autorités ne donnent pas l'importance qu'il faut au secteur du tourisme. Ce n'est pas moi qui le dis, tous les économistes du monde, tous les chercheurs du monde, les financiers du monde, les intellectuels disent que le secteur du tourisme est la première industrie au monde. C'est vrai. C'est la première industrie au monde. Devant le pétrole, devant l'armement, devant toutes les ressources minières et naturelles. Bien sûr. Et le secteur du tourisme emploie plus de jeunes et de femmes, alors que notre population est en majorité jeunes et femmes. Tous les programmes touristiques qui tournent autour du développement local, mais de façon inclusive, se retrouvent dans le tourisme parce que le tourisme est le seul secteur inclusif où tout est dans le tourisme et le tourisme est dans tout. Et pour aboutir justement à la promotion de la destination, le comité d'organisation Miss Sénégal est également l'ambassadrice de la destination Sénégal. Tout à fait. Qui vend les valeurs
du Sénégal, qui vend justement la beauté du Sénégal. Mais quand on parle de beauté, on parlera également de la relation intrinsèque entre les territoires et les populations. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est rattrapé par le temps très rapidement les dates justement de oui, la finale, ce sera demain vendredi, Inch'Allah, 12 juillet. Le cocktail dînatoire commence à 19h. Très bien. On dira à Abelka qu'il y aura Wally Seck aussi. Et comme ça, il sera là. Absolument. Voilà, alors, Ndeye Mané Diouf, très rapidement pour terminer, on est rattrapé, il est déjà 8 heures par le temps. Alors, peut-être le début justement des activités de Monasap. Pour la campagne agricole. Ah oui, oui, oui. Actuellement, on est en campagne agricole. Et comme je le disais tout à l'heure, on souhaite juste avoir des partenaires qui pourront vraiment nous aider. Accompagner. Voilà, et nous accompagner tout au long de ce processus. Très bien. Oui. Merci si vous beaucoup. cherchez le ministre, il n'est pas dans son bureau, il faut le voir tout à l'heure. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je vous parlais de l'immature du groupe. Il s'agit de Mamadou Diagne. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin pour ce numéro de Quinqueliba. Diagne, merci. Merci beaucoup à Aline Badara Kane de m'avoir accompagné ce matin. Rendez-vous est pris demain matin à 6h30 pour un nouveau